Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est connecté? Il me semble que oui. Sauf si les trucs marchent pas. Bonjour Ryan. C'est bizarre, je savais pas. Je croyais que tout le monde n'a pas. Ah oui, d'accord, ok. Ceux qui participent une fois. Bonjour Natsu, dont je ne sais plus c'est qui. Bonjour Sana. Commence à avoir un peu de monde, on va commencer à 10h. J'espère que tout le monde va bien. La santé, la sécurité avant tout, comme d'habitude. Bonjour Amel. Ça devrait arriver déjà au fur et à mesure. En même temps, je sais pas si ça va vraiment arriver. Bonjour Babe93, dont je ne sais pas aussi qui c'est. Mamadi, bonjour Mamadi. Hop là. Alors ça va être un petit live, non. Bonjour Omar. Un gros enfin un petit live et un gros live en même temps parce qu'on va commencer à attaquer vu que on a quasiment terminé. On a terminé sur votre programme, comme je vous ai dit, on a à peu près tout réglé pour que ça passe. Je vais commencer à faire des lives seconde GT. Ouais, pour essayer de gratter un peu 2-3 trucs. Bonjour Noran. On va essayer d'attaquer, alors je vais essayer de toucher le plus large possible pour que vous soyez pas trop perdus l'année prochaine. Donc on va démarrer, ça devrait passer. En théorie. Bonjour Lamine. En théorie, en théorie. Voilà. Voilà, grésillement. Qu'est-ce qui se passe? Ah, fais voir ça. Hop. Hop. Jeunesse. Revenir sur l'électricité. Comment ça? Si vous voulez reprendre des trucs en électricité, on peut, mais bon. L'électricité, c'est pas le gros morceau que. Pas le gros morceau que j'avais prévu, quoi. Enfin, du moins qu'il y a très peu de choses que vous verrez l'année prochaine là-dessus. Bonjour Omar. Non, au niveau planning, pour les 4 lives restants, normalement. Bonjour Shaima. Je comptais revenir sur la méca. La méca, les. Bonjour les gars. La notion de spectre et de lumière. Un peu de chimie sur le. Comment ça s'appelle?
sur la répartition électronique, parce que j'ai vu que vous avez dit Kleshkovski qui est nouveau par contre, et un peu de fréquence. C'est à peu près l'idée. J'espère que vous vous tenez au courant par contre au niveau des vidéos, parce que on a tracé, hein, on a déjà, je suis déjà sur la partie méca et j'ai quasiment terminé la partie méca. Donc encore une minute, l'histoire que voir que s'il y a des gens. Bonjour Gulnur. On va démarrer. Dans la partie lumière, par contre, il y a un gros morceau qu'il faudrait que je fasse avec vous, mais ça, on gardera ça pour le live de la semaine prochaine. Bonjour Lexica. Donc le live de la semaine prochaine, ouais, je pense qu'on va le faire mercredi prochain. Bonjour Charoujan. Allez, on démarre. On démarre. Alors. Tac. Je vais juste récupérer ça, cette image-là, parce que je vais retravailler là-dessus, là. Pour vous remettre un peu dans le bain sur les vidéos que je vous ai mis. Accordez-moi juste 30 secondes. D'accord. Okay. Alors, excusez-moi. Bonjour John Lloyd d'ailleurs. Donc le gros morceau là des 2 semaines que je vous ai fait, c'est le travail sur les énergies. Alors je répète, la notion énergétique, c'est une notion qui est abstraite. Hein. Gardez bien ça à l'esprit. Premièrement, c'est ça, abstraite dans le sens où vous ne pouvez pas avoir un morceau d'énergie dans la main. C'est pas possible, il n'y a pas de réalité physique derrière. C'est un concept qu'on a mis en place pour pouvoir expliquer un peu un certain nombre de phénomènes. Enfin, réalité physique, réalité matérielle du moins. D'accord ? Alors, je vous ai présenté 3 types d'énergie pour le moment. C'est les énergies que vous allez retrouver dans le domaine de la mécanique. Alors juste, hein, pour voir un peu où est-ce que vous en êtes. L'énergie qui est liée à la vitesse, elle s'appelle comment dans le chat ? Est-ce que vous avez le nom ? Bonjour Timso. Alors, l'énergie qui est liée à la vitesse, vous l'avez ou pas ? Vérifiez un peu où est-ce que vous en êtes. Non, personne là ? Bon. Bonjour Mohamed. Bonjour Gabriel. Potentiel, raté. Et l'autre. Bonjour Clara. À la vitesse, j'ai dit. Alors, énergie potentielle, non. L'énergie potentielle, il est relié à la hauteur. Et EC, voilà. D'accord ? Donc, il y a 2 formes d'énergie. Gardez bien ça à l'esprit. Alors, pensez à bien regarder les vidéos que je mets. Hein. Je ne les mets pas au pif. Hein. C'est le cours et c'est ce que vous devez noter. Hein. Altitude ? Ah bah autant pour moi alors. Autant pour moi. J'ai peut-être, je me suis peut-être trompé. Ce que je voulais vous dire, c'est en premier, parler de l'énergie qui est liée à la vitesse, c'est l'énergie cinétique. D'accord ? Oui, voilà, c'est la cinétique. Tandis qu'une autre est liée à l'altitude, qu'on appelle, il est où ? Voilà, EP. Je vais le mettre en vert pour essayer de garder le même code couleur. C'est les 2 formes d'énergie que vous avez concrètement lors d'un mouvement. Et c'est d'ailleurs pour ça, hein, je répète, de 2 choses.
que lorsque il y a l'impact, hein, vous avez une voiture qui roule hyper vite et qu'elle se prend un mur, les dégâts, cette déformation, c'est lié à quoi? C'est lié à l'énergie cinétique qui est libérée. L'énergie cinétique est liée à la vitesse. Plus un objet va vite et plus il possède d'énergie cinétique, tandis que l'énergie potentielle, elle est liée à la hauteur. Plus mon objet est haut, plus il possède d'énergie cinétique. Alors, pour l'expérience, hein, c'est le truc qui fait 3 fois, qui prend 30 secondes. Plus vous lancez un objet de haut, et plus il va faire de dégâts à l'impact. Pourquoi? Parce que vous avez stocké une énergie qui est liée à la hauteur, hein, qui est l'énergie potentielle. D'accord là-dessus? Bonjour Amel. Donc les deux formes d'énergie en mécanique, une qui est liée à la vitesse, qui est l'énergie cinétique, une qui est liée à la hauteur, qu'on appelle l'énergie potentielle. D'accord? Et forcément, lorsque je lâche un objet, les deux s'échangent, d'accord, au final, parce que tout ce qui est stocké en énergie potentielle, hein, c'est un stock. Hein. Quand vous êtes en hauteur, vous avez un stock d'énergie qui va être libéré, qui va être converti en énergie cinétique. Au fur et à mesure que vous allez tomber, bah, la vitesse, elle augmente. Hein. Donc ça, je vous apprends rien. Ok? Et on a défini, gardez bien ça à l'esprit, on a défini, lui là, l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. En clair, on ne s'est pas trop foulé. Tout ce qui concerne la mécanique, bah on les a sommés. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. D'accord? Donc l'énergie mécanique, on a défini comme la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Tout ce qui concerne la mécanique, hein, tout ce qui concerne le mouvement, vitesse et position, on a résumé tout ça, on a additionné tout ça, on a dit, ben ça c'est l'énergie mécanique. Somme des deux, c'est l'énergie mécanique. Et petit point, l'énergie mécanique, est-ce que vous vous souvenez dans le chat, qu'est-ce qu'on peut dire de l'énergie mécanique? Surtout quand il n'y a pas de frottement. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'énergie mécanique? EM. Au cours d'un mouvement, sans frottement, notamment. Beaucoup de en. Si vous êtes un peu perdu, regardez, c'est quelque chose que j'ai fait en vidéo par rapport à la taille de la barre, qui correspond à la somme de EP et de EM. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette énergie mécanique au cours d'un mouvement? Elle se conserve, bien, voilà, c'est ça. Au cours d'un mouvement, vous voyez que, je vous ai dit que la grande barre, là, c'est la somme d'énergie cinétique et énergie potentielle. La somme des deux. Bah, vous voyez que la taille de votre barre, elle n'a jamais changé. Elle a toujours la même grandeur, parce que justement l'énergie mécanique se conserve. En clair, si vous avez 10 joules au départ, vous aurez 10 joules à la fin. Ce qui va se passer, c'est que EC et EP vont constamment s'échanger. Oui, voilà. Elle ne se rejette pas. Elle ne change pas. Il n'y a pas de perte à un moment donné. Enfin, et là, non, ça j'en parlerai après. Ok? Alors, deux petits exercices rapidement qu'on va faire ensemble là. Enfin, plutôt 3 exercices qu'on va faire ensemble là, un peu à l'oral, histoire de retravailler un peu sur ces notions d'énergie cinétique potentielle et ainsi de suite. Hop là, hop là, hop là. Alors, ça, je le garde pour après, parce que ça me permettra de faire la transition. Alors, les petits exercices, les exercices du bouquin, d'accord? Rien de bien fameux, on va juste les faire à l'oral. Je ne vais pas forcément les écrire, sauf si vous voulez absolument que je les écrive, mais bon, pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. On va commencer juste, pour voir une chose, l'exercice 5. Pour voir si vous avez tous un peu en tête. Vous avez donc un coureur là, qui fait de la course en montagne, depuis le début jusqu'à la fin. On a repéré ses positions en chronophotographie, hein, je répète, chronophotographie, à intervalles de temps réguliers, on a fait des photos.
Donc A, B, C, D, E, F, G. D'accord? Classer dans l'ordre croissant l'énergie potentielle de position du coureur entre les positions A et G. Alors, en clair, à quelle position il possède le moins d'énergie potentielle? Si on les fait par ordre croissant, vous voyez que là, il y a des changements d'altitude. Donc à quelle position, entre A, B, C, D, E, F, G, le coureur possède le moins d'énergie potentielle? G, G, C, il y en a qui disent C, il y en a qui disent D, il y en a qui disent G, il y en a qui disent C aussi. Alors, l'énergie potentielle, elle est liée à l'altitude. Plus je suis haut, plus je possède d'énergie potentielle. C'est ça que vous devez garder à l'esprit. Bonjour Timothy. Plus je suis haut, plus je possède d'énergie potentielle. C'est ça que vous devez garder à l'esprit. Pour comprendre l'énergie potentielle, vous devez comprendre que c'est lié à la hauteur. C'est l'énergie qui est stockée. D'accord? Bonjour tout jeune. Donc, par rapport au dessin qui est là, quelle position est la plus basse? C'est ça la question. Oui, la descente le rend rapide. Oui, mais quand tu parles de rapide, tu parles de cinétique. GF, je vérifie ça juste après Ryan. Je termine avec Inès. Quand tu parles de rapide, tu parles de cinétique. Confondez pas les deux. La potentielle, c'est lié à la hauteur. La cinétique, c'est lié à la vitesse. Si je possède une vitesse, je possède une énergie cinétique. Si je possède une hauteur, je possède une énergie potentielle. D'accord? Donc, il y en a qui ont voulu tracer. On verra. La plus basse de toutes les positions, là, celle qui possède la moins d'énergie potentielle, effectivement, c'est bien la G. Et ensuite, si vous voulez la classer dans l'ordre, il va falloir les échelonner du plus bas au plus haut. Donc après, on a F. Non, t'en fais pas, Bill. On a F. Après, si je continue en hauteur, on a B. Après, si je continue en hauteur, on a A, C, E, D. Donc, on a fait ça. G, F, B, A, C, E, D. C'est bon, il ne s'est pas trompé. D'accord? Donc dans l'ordre, la première position, la deuxième position, la troisième position, la quatrième position, la cinquième position, la sixième position et la septième position, c'est celle qui possède le plus d'énergie potentielle. D'accord? Juste pour voir, par rapport à ça, parce qu'on a commencé à parler d'énergie, je vais rajouter une question là sur celle-là. Je vais passer ça. On le fait à l'oral, hein, c'est juste... non. Pour les troisièmes, non, parce que c'est une... J'ai parlé à la direction, c'est beaucoup trop relou, de temps que vos conseils de classe sont finis. Là, je vais juste terminer tout ce qui concerne votre truc de collège, et après, je vais vous donner un coup de main pour l'année prochaine, parce que normalement, c'était censé être des révisions brevet il n'y a pas. Donc, on va commencer à bosser pour l'année prochaine, pour que vous puissiez reprendre la rentrée tranquillement. D'accord? Alors, je repense à ce que j'étais en train de dire. C'est pour ça que, d'ailleurs, je ne fais pas la correction, là, noter des exercices. On le fait ensemble, c'est juste pour que vous soyez un peu au point. Alors, juste une question. Entre A et B, comment varie l'énergie potentielle, comment varie l'énergie cinétique? Entre A et B, qu'est-ce qu'on peut dire de EP, qu'est-ce qu'on peut dire de EC? Je vais reprendre un pas par rapport à ce qu'a dit Inès juste avant. Entre la position A et la position B, qu'est-ce qu'on peut dire de EP, qu'est-ce qu'on peut dire de EC? Comment va varier EP, comment va varier EC dans le chat?
D'ailleurs, on pourrait même parler de EM après. EP baisse, EC augmente. EP diminue. Tout le monde est d'accord là-dessus? EC augmente. Tout le monde est d'accord sur cette notion-là? 3 secondes. Oui, c'est ça. Entre la position A et la position B, qu'est-ce qui se passe? La hauteur diminue. Si la hauteur diminue, EP diminue. Si EP diminue, comme on a dit avant, le coureur va gagner en vitesse. Donc, EC augmente. Ah, l'a raté par contre. Omar, si je ne me trompe pas. Entre A et B, la hauteur a bien diminué, on est d'accord. Si la hauteur diminue, EP diminue. Tandis que la vitesse du coureur, dans la descente, il va gagner en vitesse. S'il gagne en vitesse, EC va augmenter. Et qu'est-ce qu'on peut dire de EM, comme d'habitude? EM, dans le chat? Ça? Ah, autant pour moi. Constant. Voilà. Ça bouge pas. Ok? Entre A et B, la hauteur diminue, donc EP diminue, la vitesse augmente, donc EC augmente, et ainsi de suite. Ok? On fait un dernier test là-dessus. Cette fois-ci, je vais prendre entre les positions B et D. Entre B et D, comment varie EP, comment varie EC, comment varie EM? Ouais, constante, c'est ça. Donc entre B et D cette fois-ci. Comment varie EP, comment varie EC, comment varie EM? EP augmente. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? J'ai un gros temps de latence ou pas? Un test? 5 secondes de latence. Bonjour Johan. EC diminue, EC diminue. Ok, tout le monde a l'air d'être d'accord. Donc effectivement, entre B et D, l'altitude augmente, la hauteur augmente, forcément EP va augmenter. Tandis que EC, il va être obligé de ralentir dans la montée. D'accord? Bonjour Mehdi. Donc la vitesse va diminuer. EC va diminuer. Et EM, comme d'habitude, il va rester constant. D'accord? Ok? Sur ce petit exercice-là? Alors comprenez bien une chose, vous voyez que les deux fonctionnent dans le sens opposé. Justement parce qu'il y a des conversions d'énergie. Une conversion d'énergie de B, une conversion d'énergie, pardon, entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, donc entre hauteur et vitesse. Donc plus la hauteur va augmenter, plus ma vitesse va diminuer, forcément. Ok? Donc c'est l'un et l'autre qui finissent par s'échanger. Je vais remontrer un truc. 30 secondes, l'écran va devenir tout noir, on ne stresse pas, c'est normal. C'est normal ce qui c'est noir, on ne stresse pas, c'est normal. Parce qu'il va falloir que je recherche ça et je ne sais plus où est-ce que j'ai mis. Là.
technique. Voilà, ça doit être ça. Voilà, autoriser. Et voilà. Excusez-moi. On reprend. Non, comme je vous ai dit, vos conseils de classe sont terminés. Normalement, on était censé bosser sur le truc. Donc, au final, pour les troisièmes, je zappe l'appel même. Je repense à ce que j'étais en train de dire. Tout ça, c'est une notion d'échange. Hein. C'est un truc que j'avais peut-être déjà montré en vidéo, je ne sais plus exactement. Oui, j'ai dû montrer sur la première vidéo, ou la deuxième. Les histoires de conversion de EP et de EC. D'accord ? Vous voyez que là, je tiens mon objet en altitude. J'ai un stock d'énergie potentielle à l'intérieur. Vous voyez, le stock d'énergie, il est là. Quand je vais le lâcher, qu'est-ce qui va se passer ? Cette énergie potentielle va être convertie en énergie cinétique. Quand je vais lâcher mon objet, il va gagner en vitesse au fur et à mesure. D'accord ? Et inversement, bien évidemment, si je la remets là-haut, je remets un stock d'énergie potentielle. D'accord ? Tout ça, c'est une histoire de conversion. C'est ça que je veux bien que vous gardiez à l'esprit, sachant que la somme des deux, vous voyez, l'énergie mécanique, ça n'a pas bougé depuis le début. Ça reste bien constant. Ok ? C'est bon pour les histoires de conversion, là ? Si c'est un robot qu'on fait spécialement pour graver dans la montagne, ok. Alors, justement, cette notion de robotique, là, elle est importante. Si vous travaillez sur sa robotique, sa vitesse ne change pas. Il va falloir que vous le programmiez, ça. Il va falloir que vous le programmiez au niveau de ses réglages, au niveau d'énergie, au niveau des comment ça s'appelle, pas des jointures, des mécanismes, enfin, voilà. Il faut que vous programmiez ça. Donc, si sa vitesse change pas, normalement, l'énergie cinétique est censée baisser. Si vous allez en hauteur. Je vais faire objet lancé. Voilà. Au fur et à mesure qu'il est censé monter, son énergie cinétique est censée baisser. Donc, si vous voulez que la vitesse reste constante, il faut que l'énergie cinétique reste constante. J'ai rien inventé là, vu que les deux sont liés. Si vous voulez qu'en montée, son énergie cinétique, sa vitesse soit constante, il faut que son énergie cinétique soit constante. Donc, il va falloir fournir de l'énergie cinétique pour pallier à cette baisse. Est-ce que je peux revenir en arrière ? Il va falloir refournir de l'énergie cinétique, donc reconvertir une autre énergie en une autre forme d'énergie. Par exemple, dans le cas des voitures, parce que c'est ça, hein, on parle de robots, mais c'est le cas des voitures. Les voitures peuvent avoir une vitesse constante en montée, donc avoir une énergie cinétique constante. Mais qu'est-ce que je fais dans ces conditions-là ? Ma consommation de moteur augmente fortement. Donc ce que je fais, c'est que je convertis l'énergie chimique, c'est-à-dire l'énergie du pétrole, l'énergie de l'essence, en énergie cinétique pour combler le vide que j'ai là. Hop là. Normalement, par exemple, voilà, je suis censé avoir une baisse de ça. Si je ne veux pas avoir cette baisse, il va falloir que je refournisse de l'énergie cinétique. Donc il va falloir que je prenne une autre forme d'énergie, électrique, chimique, ou même mécanique dans certains cas. Enfin, pas mécanique, parce que mécanique, justement, c'est limité par ça. Il va falloir que je prenne une autre forme d'énergie pour pouvoir réinjecter dans l'énergie cinétique. Et donc, la vitesse ne change pas. C'est d'ailleurs pour ça hein, que vos muscles ils font hyper mal en montée. Hein. Quand vous êtes sur une montée, normalement, votre vitesse est censée diminuer. Sauf qu'au fur et à mesure, si ça diminue, à un moment donné, vous vous retrouvez dans cette situation-là. Donc, à un moment donné, votre vitesse, elle est nulle. D'accord ? Donc, qu'est-ce que fait vos muscles ? Pour éviter que vous vous arrêtiez au beau milieu, vos muscles redonnent de l'énergie en plus.
Elle redonne de l'énergie en plus. Énergie que normalement, bah, vous n'êtes pas censé avoir. Qu'est-ce que ça fait? Bah, ça brûle. Et vos muscles, ils font mal. Parce que justement, vous êtes censé réinjecter de l'énergie ici. Ok? Alors justement, par rapport à ça, ces conversions d'énergie-là, un petit exercice, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent jouer au tennis. Toc, 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 toc. Alors ce geste-là, là, vous savez, les services smashés, si je ne me trompe pas, c'est ça? Les services smashés. On lance la balle en l'air et on frappe. Alors ça, normalement, c'est pour faire un service efficace. Ma question, avant d'attaquer les questions A et B, là, ma question c'est pourquoi on fait ça? C'est vrai ça, hein? Pourquoi on lance la balle en l'air et on la frappe en haut? Parce que tous les tennisman le font, hein? Tous les tennisman. Et la question c'est pourquoi? À vous dans le chat. Normalement vous savez, vous pouvez savoir. Et même y répondre scientifiquement parlant. Ça on va en parler juste après. Pour ajouter, donc oui voilà. Donc Gabriel et Ryan ont combiné les deux. Oui, effectivement, pour avoir un maximum de vitesse et donc d'énergie cinétique. De toute façon, les deux, c'est exactement la même chose. Mais donc, ma question, et je vais légèrement la modifier, ma question, c'est pourquoi on la lance vers le haut? C'est vrai ça, pourquoi simplement je la jette pas à 3 cm de moins? Parce que, honnêtement, il est difficile à faire le service smashé. Hein. Alors si c'est juste pour avoir la balle dans les airs, autant que je la lâche à 3 cm, autant que je la lâche, tiens, et que j'utilise ensuite le rebond pour frapper. En revers et pas en smash. Parce que c'est ça, hein, dans un sens. Hein. Pourquoi obligatoirement je suis censé la jeter en haut? Elle revient vers nous. En rebond aussi, elle revient vers moi. Hein. Il y en a qui ont réussi à trouver. Ouais. En fait, c'est pas totalement idiot. J'ai jamais dit que c'était idiot. Non, c'est juste qu'ils sont hyper malins d'avoir trouvé ça. Plus de puissance en redescente. Il y a une notion d'énergie. En fait, je vais vous montrer que faire ça efficacement, ça permet quasiment de doubler la vitesse de la balle. Alors pourquoi ça? Lors de la montée, là, on va juste faire les questions à l'oral et après je vais vous montrer ça. Lors de la montée, là, question A. Quelle conversion d'énergie s'opère? Lors de la montée, je convertis quelle énergie en quelle forme d'énergie sur ce morceau-là? Quelle énergie devient quelle énergie sur la montée? Sachant que je vous l'ai montré un peu juste avant. Ne t'en fais pas, Renan, bonjour. Énergie potentielle en cinétique? Énergie cinétique en potentiel? Choisissez, il faut choisir là. Il faut choisir entre est-ce que c'est EC qui devient EP ou est-ce que c'est EP qui devient EC? Je prends encore une dernière réponse.
EC en EP, EC en EP, c'est EC en EP qui gagne. Oui. Lorsque je lance la balle en haut, là, je convertis EC en EP. En fait, ce que je fais, c'est que je suis en train de charger ma balle avec une énergie. Je la lance en hauteur. Pourquoi? Pour la charger en énergie. D'accord? Donc ça, c'est le côté départ. Donc, je vais faire rapidement la baie avec cette histoire-là. C'est pour ça que je vous ai représenté ça. Pourquoi il a fait ça? C'est pour ça que je vous ai représenté ça comme ça, là. La position au départ, quand ça quitte la main, on doit avoir un peu d'énergie cinétique. Pardon. Ah. Si je fais ça en diagramme, on va avoir un peu d'énergie cinétique, un peu d'énergie potentielle parce que elle est déjà dans la main, d'accord? Et une énergie mécanique qui correspond à la somme des deux, donc ça plus ça, on va avoir ça en taille. Ça c'est EM, et ça c'est EP. Quand je suis à la fin, quand je suis au sommet, j'ai plus d'énergie cinétique. Quand je suis au sommet, j'ai plus d'énergie cinétique. Par contre, j'ai full énergie potentielle. Et l'énergie mécanique, c'est la somme des deux. Si un est 0, l'autre est entier. Alors, selon cette logique-là, juste une chose, je vais poser une dernière question. On va vous faire travailler un peu sur le raisonnement logique. À quel moment c'est mieux de smasher? C'est-à-dire que la balle, elle va monter, elle va ensuite redescendre. Ça. Je quitte un peu les questions qui sont là, c'est juste pour vous faire travailler un peu la logique. La balle va monter, va redescendre au moment où je vais la lancer. À quel moment c'est mieux de la frapper? Dans le chat. Quand je fais un service smashé, à quel moment c'est mieux de frapper la balle? Ou on s'en fiche, il n'y a aucun moment, on peut frapper à n'importe quel moment. Alors il y en a qui dit au moment où elle monte, il y en a qui dit au moment où elle se stoppe en haut. Il y en a qui disent juste avant qu'elle redescende. Donc au moment où elle se stoppe en haut. Quand elle est en hauteur. Quand elle est très haute, pas suffisamment haute, au moment où elle redescend. Qui c'est qui joue au tennis chez vous? Je sais plus. Parce que je sais qu'il y en a qui jouent au tennis, mais je sais plus c'est qui. À la descente? Ryan? Ryan, tu confirmes à la descente? Je suis pas extrêmement d'accord. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une position, effectivement. Il y a une position bien précise. Nous, ce qu'on veut au tennis, c'est que la balle parte vite. D'accord? À la montée? Non. Non, je suis pas vraiment d'accord. J'ai expliqué tout ça. Donc je répète. Nous, on veut que la balle parte vite. Je sais que mon corps va pouvoir donner une certaine vitesse. Je vais exercer une force sur ma balle et je vais pouvoir exercer une certaine vitesse. Mais ça serait bien que j'ajoute une vitesse supplémentaire à ça.
Et quel artifice on a trouvé? On a trouvé cet artifice-là, l'artifice justement de lancer la balle. Quand je lance ma balle, alors plutôt verticalement c'est mieux, quand je lance ma balle, je veux pouvoir lui stocker une énergie potentielle. Là, à cette position-là, je vais pouvoir stocker une énergie potentielle. Énergie potentielle qui peut être convertie ensuite en énergie cinétique. Toc. Donc, cette énergie potentielle va être libérée en énergie cinétique à un moment donné. Donc, ce stock-là va pouvoir créer de la vitesse. Le stock que je suis en train de donner lorsque je lance mon objet, le stock que je suis en train de mettre à l'intérieur, va pouvoir se convertir en vitesse. Plus la vitesse que mon corps va donner à la balle, au total, je double quasiment la vitesse que je lui donne. Je double. Et c'est là, premièrement, ils ont été malins, effectivement, de trouver ça. En lançant la balle, je lui donne un stock d'énergie potentielle, qui va être converti en vitesse, forcément. Hein. Donc c'est quand elle commence à tomber. Et voilà. Et donc à quel moment c'est mieux de frapper? Quand l'énergie potentielle est pleine. C'est là où j'ai le maximum, où je vais gagner le maximum de vitesse et donc d'énergie cinétique. Parce que, je répète, ce stock d'énergie potentielle, plus la force de ma raquette, les deux vont permettre quasiment de doubler la vitesse de la balle. La vitesse qui est liée à l'énergie potentielle que j'ai stockée, plus la vitesse que je lui donne avec ma frappe. C'est pour ça qu'on atteint effectivement des trucs qui sont gigantesques. Ok ? La première chose, elle est là. Donc à quel moment effectivement c'est mieux de frapper la balle? C'est mieux de frapper la balle quand son énergie potentielle est full, est plein. Ah non, oui, c'est des trucs... je dirais pas que vous pouvez tuer quelqu'un avec, parce qu'il y a une autre chose qu'il faut garder en tête. En même temps, il faudrait calculer dans un sens. Je reprends ce que j'étais en train de dire. À quel moment, effectivement, c'est mieux de frapper la balle? Au moment où l'énergie potentielle est full. Et c'est là toute la difficulté du truc. Parce que vous frappez là, sur la redescente, il y a une partie qui a déjà été convertie en énergie cinétique, mais vers le bas. Donc vous perdez en fait en énergie cinétique, hein, inconsciemment. Pareil, si vous y allez trop tôt, là, si je frappe là, à ce moment-là, c'est-à-dire sur la phase de montée, l'énergie cinétique n'est pas encore totalement convertie, et elle est convertie vers le haut. Le smash parfait, c'est le smash qui est bien dirigé, à bonne hauteur de raquette. Ah, j'essaie de revoir. Voilà. Ça. Pourquoi c'est hyper difficile, effectivement, à faire justement, le smash, le service smashé comme ça, là. Ça. Il faut atteindre cette position-là. Et cette position-là, il faut que ça soit la position, bien évidemment, hein, parce que donc si je sais ça, c'est bon, je peux devenir un grand tennisman. Il faut que cette position-là, ça soit la position exacte du centre de la raquette. Ah, ma raquette, elle est là, avec la main du monsieur. Voilà. C'est compliqué. Ah oui, c'est hyper compliqué. Enfin, c'est hyper compliqué. Ça demande pas mal de taf. Hein. On aurait la force de frapper, on peut tuer quelqu'un facilement. Alors oui, mais je vais reparler un peu de cette histoire de masse un peu après. On en parlera juste après. Justement. Là, il faut que la balle soit à la bonne hauteur, au bon moment, et que là, je puisse mettre effectivement le maximum de force. Alors après, il y a un côté mécanique par rapport au corps et à la rotation du corps. Mais là,
je suis sûr d'avoir le maximum de vitesse. Là, je perds en vitesse. Bon, là, c'est mort, mon service est raté. Là, je perds en vitesse. C'est un rapport quand la balle est au milieu sur le bord. Oui. Oui. Avec l'élasticité de la raquette. Pour vous donner un ordre d'idée, pour vous expliquer ça facilement, en théorie, c'est mieux d'être à l'extérieur. En théorie, c'est mieux d'être le plus à l'extérieur possible. Pourquoi ? Parce que vous avez le maximum de force dans ces conditions-là. Exemple, prenez une porte, l'ouverture d'une porte, ou plutôt la fermeture d'une porte. Si... je vais passer sur la caméra. Fuite. Une porte. Vous avez une porte qui s'ouvre, qui se ferme, comme ça. Qu'est-ce qui est plus facile ? D'ouvrir. Non, je ne suis pas centré. Voilà. De fermer la porte en appuyant. Vous avez vu, hein, la porte, elle s'ouvre comme ça. De fermer la porte en appuyant à cet endroit-là ou à cet endroit-là. Entre l'endroit qui est proche du mur ou l'endroit qui est loin du mur. J'ai plus de force quand je ferme la porte, quand j'appuie proche du mur ou quand j'appuie loin du mur. D'après vous. Proche ou loin ? Loin, on est d'accord. Ça, j'ai rien inventé. Plus je suis loin, et plus j'ai de force. Pour une rotation, pour la rotation d'un objet, il y a ce qu'on appelle une notion, et je vais directement, ça c'est cool, ça fera une bonne transition pour... Ah, c'est dommage, je peux pas... Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de ça et je vous montrerai juste après. Pour la rotation d'un objet, vous avez ce qu'on appelle le moment cinétique. Ce moment cinétique, c'est relié à la longueur de mon objet. En clair, plus mon objet est grand, plus je vais exercer une force grande en appuyant loin, pour une rotation. C'est pour ça, par exemple, que, justement, hein, si vous voulez avoir le maximum de force dans votre lancer, dans votre smash, par exemple, votre bras doit être relâché et vous devez frapper, justement, avec le bras le plus tendu possible. Parce que plus vous avez le côté grand, plus votre objet est grand, et plus la force qui est exercée en bout va être importante. D'accord ? Pareil, en boxe, alors c'est très facilement contré, mais c'est mieux effectivement de faire un crochet large. Le crochet large permet d'avoir le maximum de force dans le coup. Alors bien évidemment, après il y a plein de considérations, et c'est là que je vais en revenir. Le crochet large, ça permet d'avoir le maximum de force, c'est vrai. Par contre, vous êtes facilement exposé. On smash des portes ? Oui, c'est à peu près l'idée. C'est l'idée. Sauf que, oui, c'est pour ça que quand vous voulez claquer une porte, vous la prenez en bout. Vous la prenez en bout pour la fermer. Et vous la prenez pas au milieu pour la pousser ou ce genre de choses. Si vous voulez vraiment claquer la porte, il faut que vous preniez en bout, pas au milieu. Encore moins sur le côté. Vous allez avoir zéro force. Donc, en boxe, pareil, c'est l'idée d'avoir le truc le plus large possible pour avoir le maximum de force, mais vous êtes exposé. Vous vous faites très facilement contrer. Dans le cas du tennisman, alors effectivement, il pourrait frapper en bout de raquette. Mais le souci, c'est quoi ? C'est par rapport au matériau et à la structure de la raquette. Vos fils de raquette, si vous avez l'occasion, hein, bon, pour les tennisman, je pense que vous le savez, pardon, ça s'appelle j'ai oublié le nom. Ah, ça y est, je perds mon vocabulaire. L'élasticité, voilà, l'élasticité. L'élasticité de la raquette, elle est plus grande au centre ou sur les bords de la raquette ?
C'est-à-dire ça rebondit mieux au centre de la raquette ou en bout de raquette. Oui, après, il faut aussi viser le terrain. Donc ça, c'est par rapport à l'inclinaison. D'accord? Au centre. D'accord? L'élasticité, elle est meilleure au centre de la raquette. Tandis qu'en bout de raquette. Alors oui, effectivement, je pourrais taper le plus haut possible. Le plus haut possible pour avoir justement cet effet de moment cinétique, comme je suis en train de vous l'expliquer. Sauf que, en faisant ça, je perds en élasticité. En élasticité et donc en rigueur. Cette notion d'élasticité, ça vous explique ça. Ça vous explique le renvoi. Si je lâche ma balle, enfin si je lâche mon objet, est-ce qu'il va rebondir beaucoup ou pas? Plus vous avez un objet qui est rigide, moins il va rebondir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de renvoyer correctement l'énergie. Pareil, c'est un juste milieu. Trop rigide. Vous allez justement, quoique non. Pour le centre, il faut mieux que ça soit le mieux rigide possible. Parce que si elle rebondit trop, pareil, hein, c'est des notions de conversion d'énergie. Vous allez voir que je vais vous expliquer ça uniquement avec des histoires de conversion d'énergie. Quand votre objet est rigide, l'énergie potentielle, énergie cinétique, impact, et au moment de l'impact, tout reste à voir. Est-ce que mon objet va se déformer? Donc à ce moment-là, l'énergie cinétique va être convertie en énergie de déformation. Et donc, l'énergie cinétique est perdue parce que mon objet va se déformer. Dans le cas de la rigidité, mon objet ne se déforme pas. Dans le cas d'un objet hyper rigide, mon objet ne se déforme pas. Donc l'énergie cinétique va pouvoir être envoyée intégralement. Pas de déformation, pas d'énergie de déformation. Pas d'énergie de déformation, donc pas de perte d'énergie cinétique. Pour la raison que pour cette raison-là. Ta balle, si elle est sur un support dur, ton support il va pas se déformer. Donc ton énergie cinétique ne va pas être perdue en énergie de déformation. C'est ça l'idée. Donc l'énergie cinétique qui est toujours stockée dans la balle, à un moment donné, il faut bien qu'elle se libère d'une autre façon. Donc qu'est-ce qui va se passer? Elle remonte. L'énergie cinétique va être obligée de se rediriger autre part. D'accord? Tandis que le coup du matelas, ton énergie cinétique, quand elle va tomber, elle va déformer le matelas. Donc l'énergie cinétique va être perdue en énergie de déformation du matelas. D'accord? Ah ben s'il n'y a rien pour convertir l'énergie, là, mon énergie, ah bah oui, en même temps si je vous montre pas ça. L'énergie cinétique, je vais quitter la caméra. L'énergie cinétique là, une fois qu'elle est là, parce que c'est vrai que on vous a pas montré l'après-coup. Il faut bien qu'elle devienne quelque chose. Et tout ça, c'est des histoires, justement, vous voyez que je peux tout expliquer, et c'est des vraies explications, c'est la vérité scientifique du terme. Je peux tout expliquer en termes énergétiques. Cette énergie cinétique, il faut qu'elle devienne quelque chose. Alors, si elle reste comme ça veut dire que mon objet va conserver sa vitesse tout le temps. D'accord? Alors peut-être qu'elle va changer de direction, c'est vrai. Mais si ça reste en stock d'énergie cinétique, elle va conserver sa vitesse. Peut-être dans une autre direction, mais ça conserve ça. Donc il faut qu'elle devienne quelque chose. Alors elle va devenir quoi? Elle peut devenir en énergie de déformation, comme je vous ai dit. Donc là, si elle arrive ici, que le sol est mou, ça va creuser le sol, et donc l'énergie cinétique va être transformée en énergie de déformation. Si le sol est mou.
Si le sol est dur, mais que mon objet est suffisamment mou, bah ça va s'étaler sur le sol. C'est mon objet là qui va être déformé. Les deux objets sont durs. Les deux objets sont hyper durs l'un et l'autre. Et hyper résistants. Hyper résistants. Elle va absorber l'énergie. En déformation, oui. Quand on dit j'absorbe l'énergie, c'est en déformation. Mon objet se déforme. J'essaie de vous montrer un truc là. Parce que ça, c'est quand même intéressant. Est-ce que vous avez déjà fait gaffe? Je vais revenir sur... je vais revenir là-dessus. Les histoires de slow motion. On va mettre slow motion... Ah, c'est exactement ça. J'étais un pile dessus. Voilà ce que je trouve. En slow motion, vous avez l'intégralité. Je vais essayer de mettre sur pause au bon moment. Là. À ce moment-là, mon énergie cinétique, mon énergie potentielle est maximum. D'accord? Je dois avoir, par exemple, 100 joules d'énergie potentielle. Énergie potentielle, maintenant, qui doit être convertie. Je frappe la balle. Donc, à cette énergie potentielle, j'ajoute mon énergie de frappe, mon énergie cinétique. Sauf que, voilà une partie de ce qui va se passer. Voilà. C'est ça. Tout le but, c'est d'essayer de gérer ce phénomène-là. Le phénomène de déformation de la balle, qui va me faire perdre une certaine quantité d'énergie. Si la balle est trop molle, elle va très facilement se déformer. C'est pour ça justement que les tennisman sont obligés de tester les balles et ainsi de suite. Ils font des tests pour vérifier que vous avez les balles qui sont hyper dures. C'est pas pour la classe, hein. C'est pas simplement ils sont en train de se la péter en disant ah tiens je vais vérifier mes balles, je vais vérifier mes trucs et ainsi de suite. Non non. Si votre balle est beaucoup trop molle, l'énergie potentielle que vous êtes démené à stocker à l'intérieur, eh ben, au final, elle va être convertie en énergie de déformation. Alors moi, ce que je veux, c'est de la vitesse. Je veux pas de la déformation. D'accord? Donc, il faut gérer ce côté-là. Parce qu'une fois déformée, c'est une fois qu'on aura atteint le maximum d'énergie de déformation, que la balle pourra plus se déformer, que là, elle va commencer effectivement à acquérir son énergie cinétique. C'est à ce moment-là. Là, elle commence effectivement à libérer toute son énergie qui était stockée à l'intérieur en une énergie potentielle. En une énergie, cinétique. Et donc en vitesse. D'accord? Pardon, si on fait tomber, j'ai pas lu le truc. Si on fait tomber du plomb sur le bitume. Alors, il y a toujours une phase de rebond. Après, et c'est là que j'aurais bien voulu, il y a une limite à la déformation qu'on appelle la limite de cassure. C'est-à-dire que vous avez des objets, par exemple, parfois vous avez ce phénomène-là, un objet qui tombe, un verre en verre, un verre en verre, oui, enfin, un truc en verre, qui tombe par terre et qui ne va pas se casser. Pourtant, elle va rebondir super haut. Pourquoi? Parce que l'énergie qui a été fournie, l'énergie de l'impact, l'énergie donc cinétique, la vitesse, s'est convertie en énergie de déformation, mais n'a pas atteint le seuil de cassure. Parce que c'est ça la limite. L'énergie de déformation, vous avez une limite qu'on appelle l'énergie de cassure. C'est pour ça que ces phénomènes-là, là. Non, c'est très bien, mais c'est pas le son que je veux, c'est l'image. Voilà. Ces phénomènes-là. Toc, toc, toc.
au moment de l'impact. À ce moment-là. Au moment de cet impact-là. Donc vous avez l'énergie cinétique du ballon qui va rencontrer un obstacle. Donc qui va entraîner une énergie de déformation. Sans grande surprise, toute l'énergie cinétique va être libérée au travers des deux objets. Au fur et à mesure de l'impact, les deux objets vont se déformer. D'accord ? L'intégralité. Là, j'invente rien, c'est maximum de déformation. Ok ? Mais vous avez un seuil qui est lié au corps humain. C'est-à-dire que si je dépasse une certaine quantité d'énergie, il ne va pas y avoir que des formations, il va y avoir des formations totales. Voilà. Vous voyez ça comme ça. Il va y avoir une déformation totale, une déformation irréversible. Une déformation irréversible dans le sens où, au fur et à mesure de l'impact, l'objet va se déformer, mais il va pouvoir reprendre sa forme initiale à un moment donné. D'accord ? On dit pas en freestyle. Oui, mais c'est toute l'énergie qui est convertie dans une autre forme. D'accord ? Là, le ballon, bizarrement, il s'est arrêté. Il n'a plus d'énergie cinétique. Il a repris même sa forme initiale. Là, alors, mis à part effectivement que sa tête est Gauthier, hein, je vous laisse vous marrer chez vous, mais de façon un peu plus sérieuse, la balle a repris sa forme initiale, elle s'est arrêtée, elle n'a plus d'énergie cinétique, toute cette énergie a été transférée en énergie de déformation, comme a dit Omar, son nez est parti en freestyle, mais en plus aussi en énergie cinétique. Parce que le corps, justement, sait encaisser. Oui, c'est ça. Il sait convertir une partie de cette énergie pour pas justement atteindre ce seuil de rupture. Parce que si c'était hyper rigide, c'est-à-dire que s'il n'avait pas bougé, imaginons que... Parce que là, vous voyez qu'il y a l'effet de repoussement, là. Enfin, de repoussement. L'effet de répulsion, pardon. Ok ? Parce que le corps, il a compris que s'il conservait tout en déformation, on dirait qu'il va insulter la balle. Ah bah oui. Oui, on termine. Je terminerai là-dessus. S'il avait conservé toute l'énergie en déformation, qu'est-ce qui serait passé ? On aurait eu le point de rupture. Le point de rupture de quoi ? Des os. C'est pour ça d'ailleurs que les os se cassent. D'accord ? Et c'est d'ailleurs pour ça. Quand vous prenez effectivement un impact, si vous résistez à l'impact, votre corps ne peut pas convertir les joules. Alors, ceux qui ont terminé, je vais vous expliquer. Parce que ça, c'est un truc. Non, ceux qui veulent savoir, ceux qui veulent avoir toutes les explications complètes, on va s'arrêter là-dessus, ça fait déjà beaucoup d'informations. Ceux qui veulent avoir les explications complètes, vous me dites, et j'essaie de vous expliquer ça, mais de façon chiffrée, parce que là, il y a plein de choses, mais il y a plein d'informations, mais je pourrais difficilement vous l'expliquer s'il y a ça. On va s'arrêter là-dessus. 3 choses que je veux que vous gardiez bien à l'esprit, donc c'est énergie cinétique, vitesse, énergie potentielle, hauteur, et les conversions d'énergie. Si vous conservez ça, c'est bon, vous avez l'essentiel. D'accord ? Après, pour parler des phénomènes de rupture et tout ce qui va avec, parce que là, je sens que j'étais parti, mais je vais partir trop loin sinon. Et j'en ai encore pour un quart d'heure. Donc on s'arrête là-dessus. C'est pour ça, hein, je regarde l'heure. Si je pars là-dessus, j'en ai encore pour un quart d'heure et c'est mort. Alors après, félicitations, vous commencez à mettre un pas dans le milieu du lycée. Voilà. Ce que je suis en train de vous expliquer avec les conversions d'énergie, là, on commence à mettre un pas dans le domaine du lycée. Donc ça aurait pu être, dans un sens, un premier cours de seconde GT. Bon, encore, il y a 2-3 trucs que j'ai adaptés, mais ça serait l'idée. Ok ? Bon, on s'arrête là-dessus pour aujourd'hui. Il est 59. Bon, les autres, je pense que vous avez cours. Prochain cours virtuel, donc normalement, alors
j'étais pas mal absent parce qu'on avait des réunions avec le collège. Certains d'ailleurs ont pu me voir peut-être au collège. Normalement, prochaine classe virtuelle, donc mercredi prochain. Et là, je fais full lycée mercredi prochain, par contre, où je vais attaquer avec les 3 lois Newton et somme des forces égale ma. Je vais attaquer là-dessus. Donc, pour les autres, bah, vous pouvez y aller, hein, voilà. Je vous ai donné les informations. Donc, bon après-midi à vous. Pareil, si vous avez des questions, donc là je reprends les lives, donc si jamais vous avez des questions sur un truc, bon bah je suis dispo normalement. Cet après-midi, live avec les 4e à 13h30. Et demain, live avec les 5e à 10h. Mercredi, bah 10h vraisemblablement. Ouais, 10h, je pense, hein. Comme ce matin, hein. Ça, c'est pour vous empêcher de dormir trop tard, parce que je sais, il y en a qui dorment à pas d'heure. Essayez de garder, même pendant les vacances, hein, essayez de garder un rythme. Quand je dis un rythme, vous couchez pas tous les soirs à 3h du mat. C'est pas bon pour votre santé. D'accord? Minuit, 1h à tout casser. D'accord? C'est pour votre santé. Ah, mercredi prochain 10h. Bon, après, c'est peut-être, hein, j'ai pas encore fixé les horaires. De toute façon, je mettrai les, comme d'habitude, hein, je mettrai les infos sur Web Collège. D'accord? Bon, rassurez-vous, Web Collège, onglet à propos, vous avez tout, normalement ça passe. Ok? C'est bon? Eh ouais, je sais, c'est pour ça que j'essaie de garder des trucs comme ça. Surtout, essayez de vous commencer les cours de lycée, quoi. Parce que l'année prochaine, je sens que la reprise, ça va être compliqué, hein. Non, vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps. J'ai dû dormir 4 heures. Non, faites pas ça. Mais je sais, mais je vous connais trop bien. Je sais qu'il y en a effectivement qui font que 4 heures de sommeil. Faites pas ça, c'est pas bon. C'est pas bon pourquoi? C'est pas bon pour à votre âge. Je veux pas faire le moralisateur, mais vous êtes en pleine période de croissance. Si vous voulez avoir un corps en bonne santé, alors vous ferez vos nuits blanches, hein. Y a pas de souci, hein. Je sais que vous ferez. J'en fais aussi. D'ailleurs, j'évite d'en faire, pour être honnête. Mais faites-le quand votre phase de croissance est terminée. D'accord? Si vous le faites pendant votre phase de croissance, votre corps il va pas apprécier. Et vous aurez de gros soucis après. Attends, j'ai un doute là, sommeil biphasique. Alors là, tu m'as perdu sur un truc. Tu parles des phases de sommeil? Parce que oui, effectivement, hein. Pourquoi vous devez dormir un certain nombre de temps, justement, pour faire tous vos cycles? Et c'est pour ça, justement, que vous ne devez pas vous coucher à 3h du mat. Parce qu'effectivement, quand on a le cours le matin, vous n'avez pas le temps de faire vos cycles normaux. Cycles qui sont nécessaires pour votre croissance. Ah non, 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 non. 4h, 4h. Bah oui. Si tu le fais à 8h, donc d'une traite. Enfin, d'une traite. Avec une pause au milieu, mais c'est tout, quoi. Quand je dis une pause, c'est quoi? C'est 5 minutes pour aller aux toilettes, et puis c'est tout. Bonjour. C'est terminé, je sais pas pourquoi tu me dis bonjour. Hein. On a terminé là. Ah, je réponds à 2-3 questions et après je ferme le live. Donc sommeil très important à votre âge. Vous ferez, de toute façon vous serez obligé de les faire. Hein. Vous serez obligé de faire vos nuits blanches. Quand vous allez commencer de toute façon à bosser votre bac, vous allez faire des nuits blanches pour vos révisions. Parce que vous n'aurez pas révisé tout du long de l'année, parce qu'il faudra tout réviser en un seul bloc et que on a beau vous dire et vous répéter, hein, il faut au revoir Anan, et qu'il faut bien réviser tout au long de l'année pour pas être perdu à la fin. Donc là, vous allez commencer par ça. Après, vous ferez vos nuits blanches. Quand à l'université, vous allez préparer vos partiels.
Parce que pareil, vous aurez fait la teuf l'intégralité. Donc c'est là que vous formerez aux nuits blanches. Mais pas à votre âge. À votre âge, c'est pas bon les nuits blanches. Parce que justement, j'y pense. Parce que si vous faites vos nuits blanches là, vos nuits blanches après à l'université, c'est mort, vous les tiendrez pas. Hein. C'est mort. Hein. Ou si vous allez les tenir les 2 premières années. Hein. Passez 20 ans, 22, enfin 21, 22, vous serez des locs. Hein. Vous encaisserez pas les gueules de bois et tout ce qui va avec. Hein. Donc, si vous voulez effectivement bien encaisser entre vos 20 et 30 ans,